On n'a pas... Alors, ça ouvre effectivement une question importante concernant la République française, puisque le droit du sol est instauré en France, comme il est aux États-Unis d'ailleurs, et ça ouvre un coin dedans. Maintenant, pour être allé à Mayotte avec la Première ministre au mois de décembre dernier, la situation là-bas est dramatique. Enfin, il faut vraiment que les gens se rendent compte que... Cette mesure radicale, aujourd'hui, elle est nécessaire, selon vous? Moi, que je suis revenu un petit peu désabusé en me disant qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai commencé sur le débrief à dire à la Première ministre il faut instaurer l'état d'urgence. Je voyais rien d'autre à faire et pourtant c'est pas du tout dans ma façon de voir ni de penser les choses. Mais là, les gens peuvent même plus circuler. Vous pouvez plus aller au restaurant le soir. On a rencontré des gens qui, quand ils vont au restaurant le soir, d'abord ils y vont très tôt en voiture, mais ils mettent des casques en voiture pour éviter de se faire caillasser. Donc il y a un vrai problème d'immigration. En plus, il y a une nouvelle route qui s'est ouverte sur l'immigration venant des Grands Lacs. Oui, il faut faire quelque chose pour Mayotte. Et de notre Constitution. Ce qu'il faut, c'est vraiment écrire cette révision constitutionnelle de manière très précise. Parce que je pense à un autre département français qui pourrait être concerné, c'est la Guyane. La Guyane, c'est un peu le même principe. Il y a moins de monde qui rentre, mais c'est toujours pareil. Hein. On rentre des deux côtés, au nord et au sud, pour faire... les femmes viennent accoucher sur le territoire français pour avoir des enfants français. Et il y a un moment où ces territoires-là peuvent plus le supporter. Et Mayotte ne peut plus supporter ça, ne peut plus rien supporter. Vous l'avez vu, les Mahorais sont complètement désespérés par la situation et je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc vous êtes en accord avec l'exécutif? Attention à la précision de l'écriture de la révision. Il a parlé, d'un désaccord profond sur la politique de l'éducation nationale. Soyons très précis. Pour le reste... c'est pas ce point-là. Oui, ça a créé... C'est un dossier majeur quand même. Oui, mais ça a créé un trouble parce que François Bayrou est un excellent diagnosticien, il sent bien les choses et quand il dit quelque chose, il faut l'écouter. Après, je trouve que sur la méthode, il est allé un peu fort. Bon, mais ça, c'est mon avis. Donc, il n'y a pas eu de... Vous avez pu lui dire? Vous avez pu lui Oui, on a discuté avec lui, on lui a dit... Il est d'accord, c'est quoi? C'est un coup de colère? C'est un coup de sang? C'est un caprice? C'est quoi? C'est comme tout le temps avec François Bayrou, quand il a une conviction profonde ancrée et qu'il n'a pas l'adhésion des gens à qui il s'adresse, ça l'énerve parce qu'il est persuadé d'avoir raison. Je crois que c'est surtout sur le fond qu'il est embêté. Puis après, vous voyez le feuilleton quand même. Avant même qu'il soit relaxé, on parlait déjà de lui. C'était pas forcément quelque chose qu'il avait en tête d'aller au gouvernement. Donc après, il n'a pas dit non dès le départ. Oui, mais après, il s'est senti obligé d'y aller. Il y avait une espèce de... Comment dire, il était un peu coincé, il ne pouvait pas rester en dehors. Et puis après, je vous dis encore une fois, les convictions n'étaient pas les mêmes, la façon de voir les choses sur l'éducation nationale n'était pas la même, donc il a eu cette réaction un peu. Mais bien sûr, on est toujours dans la majorité présidentielle, on l'a toujours été. Les gens ont un peu la mémoire courte. Moi, je me souviens de désaccords dès le premier quinquennat, notamment sur l'ISF, notamment sur la CSG, où on a fait valoir notre voix. Oui, mais vous auriez eu encore plus de poids si c'était François Bayrou au gouvernement. Écoutez, je ne sais pas si le président prend une ligne politique qui est la sienne en accord avec le Premier ministre. Si on est seul au gouvernement à être contre, c'est un peu compliqué. Donc non, on est vraiment dans la majorité. En plus, moi, je tiens quand même à préciser une chose. Gabriel Attal l'a montré à l'issue du séminaire, mais moi, je le savais déjà. Vous voyez qu'il veut avancer vite sur des choses concrètes, pas seulement au niveau de la loi, cette fameuse parole performative, mais aussi, on est un certain nombre à être engagés, à amener des choses concrètes à la porte des Français qui aujourd'hui sont bloqués par des petits détails qui soient réglementaires, qui soient d'une administration qui traîne un peu. En fait, ces espèces de choses trappes qui font que les lois qu'on fait, finalement, au bout du compte, n'arrivent pas directement chez les Français et les Français ne le voient pas assez vite. Oui, donc il s'agit de simplifier du concret. Alors, et en cela, je pense que François Bayrou est tout à fait d'accord avec ça. La discussion, ce fameux mercredi soir, parce que tout le monde le sait, hein, en fait ce dîner de travail prévu au ministère de l'Éducation nationale, c'était notre séminaire. Bon, on ne s'attendait pas à ce que François Bayrou en soit l'invité et en soit le sujet principal. Et Jean-Louis a réagi de manière absolument véhémente, comme il sait le faire. Jean-Louis Bourlange, c'est un personnage, c'est quelqu'un pour lequel on a beaucoup d'admiration, dont la parole est très écoutée. Et il a eu un coup de sang parce que ce qui ressortait de la déclaration de vos confrères de l'AFP, la façon dont c'était écrit, on avait l'impression que François Bayrou était en désaccord total avec la politique du gouvernement. Il a quand même parlé de désaccords profonds. Oui, mais désaccord profond avec la politique du gouvernement, ou total, prenez le terme que vous voulez. Or, il ne s'est exprimé que sur le chapitre de l'éducation nationale. Je tiens à préciser ça parce que quand on regarde à nouveau le texte, quand on le lit complètement, c'est exactement ce qui est écrit. Ça veut dire que Jean-Pierre Restec a un portefeuille. Il y a eu ce moment d'incompréhension, puisque nous étions en séminaire. Hein, quand on a appris la nouvelle, nous étions en train de travailler, donc,
Donc on n'avait pas toutes les infos. Et quand on s'est retrouvé à ce dîner, eh bien oui, les premiers échanges ont été musclés. Alors justement, vous vous êtes mis autour d'une table, comment ça s'est passé? Vous y étiez? Mais comme d'habitude au Modem, c'est-à-dire que quand il y a un désaccord, on discute, chacun prend la parole, et là, la parole a été libre pour tout le monde, hein. Vous l'avez vu dans la presse, donc je vais pas lever de secret, ou Marc Fesneau a même déclaré « je ne serai l'otage de personne ». Donc quand Marc Fesneau dit ça, ça veut dire qu'il ne sera l'otage ni du président Bayrou, ni du gouvernement, et qu'il prendrait ses décisions en son âme et conscience. Donc ça a été assez chaud, et puis l'ensemble des députés qui étaient présents, à la grande majorité, veulent rester dans cette majorité parce que pensent qu'ils peuvent apporter encore quelque chose à ce gouvernement jusqu'à la fin du quinquennat, peuvent apporter quelque chose au président de la République, et on fera comme on a toujours fait d'habitude. On est une espèce de vigie dans cette majorité relative, où quand il y a des choses qui nous paraissent... Malgré le virage à droite, très clair. Mais le virage à droite, il est sur la photo pour l'instant. Moi, je ne suis pas de ceux qui jettent le bébé avec l'eau du bain. La photo ne nous plaît pas. Je ne vais pas vous dire le contraire. La photo ne nous plaît pas. Et puis, que vous n'aimez pas dans cette photo précisément? La photo, il y a beaucoup de personnes qui viennent effectivement de la droite. Alors, c'est que de la communication? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi, j'attends les actes. J'attends pour voir les actes. Et encore une fois, j'aimerais qu'on arrête de parler de droite ou de gauche. L'idée, elle n'est pas là. L'idée, c'est que face à une situation donnée, vous êtes amené à prendre une décision. Si on est tous d'accord sur le diagnostic, il faut qu'on soit d'accord sur la solution. Et si la solution, alors évidemment, vous êtes des commentateurs de la vie politique, vous allez la juger de droite ou de gauche, mais surtout la réponse, il faut qu'elle soit la bonne pour le pays, dans l'état dans lequel il est au moment où on prend la décision. Les désaccords. Ces histoires de groupes de niveau, c'est ces histoires où François Bayrou a l'impression que la décision va être prise d'en haut, directement par le ministre de l'Éducation nationale, par Madame Belloubet, sans vraiment de consultation avec la base. Il trouve qu'on n'écoute pas assez la base. Moi, j'ai pas le même sentiment que lui. Mais bon, encore une fois, c'est son analyse. Quand il a été ministre de l'Éducation nationale, il a beaucoup travaillé, c'est vrai, avec les syndicats et avec l'administration de l'Éducation nationale. Alors, dès l'instant où vous acceptez ce ministère, et si Madame Belloubet ne l'avait pas accepté, on aurait pu aussi parler de fracture avec la vision qu'ont le président et le Premier ministre sur l'Éducation nationale. Elle l'a accepté. Si elle l'a accepté, elle a accepté la feuille de route. Vous ne rentrez pas dans une équipe gouvernementale si vous n'êtes pas d'accord avec la feuille de route. Donc elle a accepté de l'appliquer. C'est le fameux pacte gouvernemental. Mais non, mais c'est dans tout gouvernement comme ça. Je ne sais plus, c'était pas Fitterman qui disait un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Bon, ben voilà. Il y a un moment, quand vous rentrez dans une équipe gouvernementale, quelle qu'elle soit, vous acceptez les axes politiques pris par le Premier ministre et le Président de la République, ou sinon vous ne rentrez pas. Je pense que François Bayrou, pour bien le connaître, ne cessera jamais de penser effectivement qu'il a un destin présidentiel, parce qu'il a ça en lui depuis toujours. Et vous croyez que c'est ça aussi dans sa tête? Je sais pas, c'est un peu tôt. Il n'a pas voulu rentrer dans le Non, je pense que c'est un peu tôt. Je pense que c'est un peu tôt. On est qu'en début 2024, 2027 c'est encore loin, il peut se passer des choses. Mais qu'il n'y pense pas au fond de lui-même, ça c'est impossible à croire. Enfin, François Bayrou, c'est un animal politique qui a une chance énorme, c'est qu'il a une notion du terrain, il sent les choses sur le terrain comme peu de personnes, comme peu de grands politiques en France. Et effectivement, souvent, ces diagnostics se sont avérés exacts. D'ailleurs, parce que la méthode Attal, c'est écouter, diagnostiquer et agir. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas agi jusqu'à maintenant. Mais vous voyez, il y a une forme de dilution un petit peu des choses qu'on vote dans la loi et qu'on n'arrive pas à retrouver sur le terrain. C'est un copier-coller quelque part un peu d'Emmanuel Macron, quelque part. Oui, c'est un peu ça. On va dire qu'on reprend l'esprit de 2017, si on veut. C'est vrai qu'on a été beaucoup empêchés par rapport à 2017 avec les différentes crises. Donc ça, c'est un coup d'accélérateur pour revenir là-dessus. Donc il y a ces lois qui sont attendues avec des mesures simples, concrètes, parce qu'on fabrique trop de normes. Et en cela, je mets en garde quand même mes collègues députés. À chaque fois qu'on pose un amendement, nous, on crée une norme quand même. Donc il faut faire très attention aux amendements qu'on va poser dans les futures lois. Il faut qu'elles soient simples, carrées, efficaces tout de suite pour les gens pour lesquels on les vote. La première des lois qui sera importante, c'est celle sur la crise, doit répondre à la crise agricole, qui n'est pas que française, hein, qui est européenne. Donc il y aura un sujet aussi, j'imagine, dans la campagne des européennes là-dessus, parce qu'il y a des choses à réformer. Mais il faut qu'on fasse vraiment du concret, c'est ce que je m'emploie à dire tout le temps. Et en cela, pour avoir discuté avec le Premier ministre, il est à fond là-dedans, et moi, ça me va très bien. Là, le Premier ministre, non seulement il affirme des choses, cette espèce de parole performative, mais il va falloir délivrer derrière, il va falloir qu'on l'aide à délivrer, parce qu'effectivement, c'est la deuxième étape, mais on n'y est pas. Si vous ne délivrez pas, forcément, trop de com, tu la com. Mais je pense qu'il est absolument
engagé pour délivrer et pour délivrer vite et fort. En tenant compte du fait que ce gouvernement est un petit peu plus resserré que le précédent, on est à 34, je crois, ministres au lieu de 40 ou 42 avant. Ah, c'est un petit rééquilibrage. On nous avait annoncé un gros rééquilibrage. Mais après, franchement, c'est aussi difficile que de résoudre un Rubik's Cube, hein, de mettre un gouvernement en place avec les différentes alliés de la majorité, avec la parité, avec les territoires, avec les compétences. Comment ça se passe d'ailleurs dans ces cas-là? Vous avez même le président peut vous contacter directement, peut vous dire. Je ne sais pas, je n'ai pas été contacté. Dans votre parti. Non, mais les services contactent effectivement, les services de la présidente contactent les gens, ne leur disent jamais de choses définitives parce que pour un même poste, je pense que vous pouvez avoir 2-3 profils différents. Oui, et tant que ce n'est pas dit sur le perron de l'Élysée par le secrétaire général, tout peut changer. Tout peut changer, effectivement. Eh bien, il va falloir, je crois que Gabriel Attal est venu au moins une fois voir le groupe, si ce n'est 2, et dans les discussions qu'on a pu avoir avec lui, il a mis sur la table cette espèce de pacte dont je vous parle de concret, et moi ça m'a parlé. Moi je vais engager mon action maintenant pour le temps qui reste avant 2027 à effectivement essayer de trouver des choses simples que les gens voient tout de suite. Là, je suis sur un projet pour trouver des voitures propres, par exemple, pour les très précaires, parce que le leasing à 100 €. Le leasing social? Ouais, le leasing social, c'est vrai, mais vous ne toucherez pas les très précaires. Ceux qui ont besoin d'Emmaüs, ceux qui ont besoin du Secours catholique. Donc il y a des moyens de le faire, c'est simplement des leviers. Et ça, c'est vous qui l'avez proposé au Premier ministre? Oui, je lui ai proposé, oui. Il y a la partie des lois, il y a la partie d'application des lois qui doit être simple et rapide. Parce que quand vous faites une loi, c'est minimum 2 ans. Il faut que ça s'arrête, ça. Une loi, elle est votée, il faut que franchement, dans les 6 mois qui suivent, on puisse voir les effets de la loi, sinon les gens l'ont oublié. Et puis, il y a la partie de toute cette réglementation qu'on a, on en a parlé avec les agriculteurs, cette surnormation. Cette lourdeur administrative. Cette suradministration, il faut qu'on arrive à la casser sur des exemples précis et qui touchent le quotidien des gens. Je vais m'employer à faire ça pour les prochaines années. L'éducation, c'est un chantier important, mais la santé aussi, il n'y a pas de petits chantiers. Les choses ont périclité au cours des années si on prend la santé, par exemple, on estime, des chercheurs ont estimé que la lente dérive de la santé date de 2002, vous voyez, ça date pas d'hier. Et en cela, je ne veux pas rejeter la faute sur les autres, parce que je ne sais pas si j'avais été au pouvoir à leur place à ce moment-là, si j'aurais pas pris les mêmes décisions. C'est pas pour... Vous pensez que ce n'étaient pas les bonnes, forcément? On s'aperçoit aujourd'hui que, manifestement, on n'a pas été assez soucieux des services de santé publics, on n'a pas été assez soucieux de nos professeurs, mais ça date d'il y a encore plus longtemps pour l'éducation nationale. On n'avait pas été assez soucieux de la justice, ça y est, c'est réparé avec tout l'argent qu'on a mis sur le ministère de la Justice. Pareil pour l'intérieur. Souvenez-vous, les 12 à 15 000 policiers et gendarmes qui avaient été supprimés sous Nicolas Sarkozy. Peut-être qu'il y avait des raisons de le faire à l'époque, mais le problème qu'on a en France, c'est qu'on ne sait pas faire marche arrière par rapport à des choses qui ont été faites. Il faut qu'on apprenne à faire marche arrière, à changer, à casser les choses et à rétablir les choses telles qu'on en a besoin, vu la situation du pays. C'est à ça qu'on va s'employer. Et la santé, vous voyez, par exemple, je pense que dans les travaux qu'il va y avoir sur la santé, il va y avoir ce dialogue qu'on va remettre en place entre la médecine privée, d'accord, et la médecine hospitalière, pour qu'on puisse organiser finalement notre médecine de manière à ce qu'il n'y ait pas de trou et qu'on empêche cette embolisation des urgences par de la bobologie qui devrait être traitée en dehors de l'hôpital. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de médecins. Donc la santé, dossier prioritaire. Santé, éducation.